Depuis le début de l'année 2024, le quartier Jesco, situé dans la commune de Yopougon, est en proie aux déguerpissements inhumains de la part du district d'Abidjan. Les 19 et 20 février, les bulldozers de Siseba Congo, dans leur élan, ont détruit l'école Cha-Hélène, un établissement scolaire qui accueillait environ 2000 élèves. Cela avait provoqué une levée de boucliers après le passage du président Laurent Gbagbo sur le site déguerpi. Quelques jours après, le chef de l'État est monté au créneau pour interpeller le district d'Abidjan qui devait observer une pause et réajuster ses méthodes. Malgré cela, les déguerpissements n'ont jamais cessé. 7 mois plus tard, c'est-à-dire le vendredi 13 septembre, les bulldozers réapparaissent à Jesco, dans le sous-quartier Monde Arabe, avec la même méthode, c'est-à-dire surprendre les populations. Nous étions à Djamé pour notre commerce. À notre retour du marché, la dame me demande de ne pas sortir, qu'ils sont venus pour casser. Étonnée, j'ai dit mais nous étions à la réunion, ils nous ont promis qu'ils ne vont pas casser. Elle insiste pour dire que l'endroit sera cassé. Et je lui rétorque que non, ils ne vont pas le faire parce que mon papa leur a remis 100 000 francs. Le docteur leur a remis de l'argent aussi. Je dis mais l'argent leur a été remis, donc ils ne vont pas casser. Nous nous sommes entendus sur ça. Le lundi, on essaie d'où sont sorties les machines pour rentrer dans nos maisons. Ils ne nous ont rien dit, même pas remis de papier, rien du tout. Cet effet de surprise est du pain béni pour certains agents véreux du district qui, sans vergogne, rançonnent de pauvres populations déjà meurtries. Aux environs de 9 heures, on a vu un agent du district en train de délimiter les maisons concernées par les casses. Bon, hormis avant ça, je me souviens bien avoir reçu le document sur les sites concernés et je savais déjà depuis lors que ce n'était pas ma situation. Voilà. Donc, après avoir vu le monsieur en train de rôder autour de la maison, disant que la limite d'abord était ma maison, que donc ma maison devait être cassée. Donc, j'étais là avec mon papa, c'était un week-end, je crois bien que c'était soit un samedi ou un dimanche, mais c'était un week-end. Donc, on a eu à demander à l'agent du district en question, « Ah, mais on n'a pas reçu de papier. » Parce qu'on sait que ceux qui étaient concernés par les abords de l'autoroute ont reçu des mises en demeure et même qui ont eu des locataires qui ont déjà eu des indemnisations. Donc, on lui dit qu'on n'a pas reçu de papier. Et l'agent du district en question nous répond en disant que, mais est-ce que ceux qui ont été démolis là, ils ont reçu papier? Parce qu'effectivement, ce n'est pas tous les démolis qui ont reçu des mises en demeure. Voilà. Et quand ça s'est passé, je suis allé, je l'ai approché pour lui demander un peu plus d'informations. Et là, il m'a dit qu'il y avait des possibilités de s'arranger. Donc là, il a fait une proposition en demandant de lui donner de l'argent pour qu'il oublie la maison. Donc depuis là, il y a eu un montant de 200 000 francs. Voilà, 200 000 francs. On lui a proposé les 200 000 francs. Il dit, il n'y a pas de problème, qu'on lui fasse un dépôt d'argent. Le dépôt d'argent a été fait, j'ai le nom, j'ai les traces. Voilà. La méthode, elle est ravageuse pour les propriétaires tout comme les locataires. Koné Mousson, fils de Dr Koné, dont l'immeuble est réduit en poussière, en est témoin. Le lundi matin, aux environs de 5 heures, je suis sorti. J'ai appelé le président du quartier, le vice-président du quartier pour leur demander, ah, ils sont à quel niveau d'information? Si les gars les ont appelés, l'heure à laquelle ils allaient venir et tout. Ils m'ont dit non, que les gars ne sont pas encore venus, mais si c'était le cas, qu'ils allaient me tenir informé. Donc aux environs de 8 heures jusqu'à 9 heures, je descends, je rentre à la maison, voir les parents. Et puis je constate mon papa qui a abattu M. Koné, Dr Koné, aux environs de 9h30, 10h, et il me dit que le président du quartier vient de l'avoir au téléphone. Et ce dernier lui a dit que sa maison est concernée par les casses. Donc il fasse ses bagages. C'est comme ça que ça s'est passé. Voilà, il n'y a pas eu de préavis. C'est-à-dire qu'on est resté dans la confusion, dans la psychose. Parce que quand c'est comme ça, personne ne peut vaquer à ses activités. La veuve Sangaré Salimata est déboussolée. Elle n'a pas fini de pleurer son défunt mari, mais par la volonté du pouvoir, elle se retrouve sans abri avec ses 5 enfants. J'ai 5 enfants, je ne sais même pas où aller.
Je n'ai pas d'endroit où habiter. Mes enfants et moi dormons dehors, sous la pluie. On ne sait pas où aller. S'ils peuvent nous donner un endroit où nous allons rester, mes 5 enfants et moi, mon mari est décédé. S'ils ne donnent pas aussi, nous nous remettons à Dieu. Je n'ai pas de force. La force revient à Dieu. Vous êtes venus casser la maison que mon mari m'a laissée. Mon mari a construit cette maison et il est parti. Mon mari n'est plus. Là où je suis, je n'ai plus de force. Où sommes-nous? C'est la question bien lisible sur les lèvres séchées des victimes. Désabusées, les populations dénoncent le manque d'humanisme de la part des autorités. Quand c'est temps d'élection, quand ils ont besoin de nous, ils viennent vers nous. On les écoute. Nous leur prêtons un énorme respect. Mais pourquoi quand ils ont besoin de nos coins pour casser ou bien pour faire quelque chose, ce respect-là, ils ne considèrent plus ce respect-là. La question reste à poser. Nous, tout ce qu'on demande, si moi je dois parler au nom des sinistrés, ou soit ceux-mêmes qui sont en psychose actuellement. Vraiment, si l'État veut faire quelque chose pour la population, ça n'a d'abord commencer par le respect et la considération. Mais toutes choses là, quand il y a le respect et la considération, je pense qu'il n'y aura jamais de tohu-bohu. Mais cette fois-ci-là, nous, on pense que, et puis c'est pas nous seulement, hein, nous on pense qu'il n'y a pas eu de respect et de la considération. Il y a seulement eu qu'ils ont créé une psychose d'abord. Ils ont créé une psychose, au moment que tout le monde a embrouillé, ils sont venus nous surprendre. Ces victimes ont-elles été enregistrées pour une éventuelle indemnisation? Monsieur Keïta est formel. Il n'y a pas eu de recensement comme il se doit. Désemparés, les parents d'élèves ignorent le sort réservé à leurs enfants. Moi, personnellement, je n'ai pas encore fait ici. Il y a 3 enfants à inscrire. 3. Il y a une qui est en 3e, il y a une maintenant qui va en 6e, et la grande soeur, elle a un BTS. Il y a 3 enfants à inscrire. Il n'y a pas un, même inscription en Guillemets, il n'y a pas encore fait un. Pourquoi? Parce qu'on est mélangé. Ma maison, ils ont cassé là. L'argent, il doit prendre pour faire inscription là, c'est ça, il est pris pour faire transport. J'ai un enfant qui passe le BPC cette année. Un autre va en 6e. J'ai fait leur inscription. J'ai tout fait. Il est temps pour eux d'aller à l'école et voilà qu'ils viennent casser nos maisons. Où allons-nous maintenant? Depuis lundi, les enfants et moi, nous dormons sous la pluie. On ne sait pas où aller. Il n'y a pas d'argent. Vous nous demandez de scolariser nos enfants. Et en pleine rentrée scolaire, vous cassez nos maisons et vous nous jetez dehors. Comment les enfants vont aller à l'école? À quelques mètres des gravats de leur maison, 13 familles, ne sachant où aller, vivent temporairement sous des bâches de fortune au sein de la mission islamique. Parmi elles se trouvent des nouveau-nés. À notre passage, nous trouvons Touré Christine, mère des triplés, qui appelle à l'aide. On est au quartier ici, ils ont cassé, on ne sait pas où partir avec les enfants. Donc on est venu se cacher ici dans Fraîcheur, là, on doit eux ici, on fait tout ici. En tout cas, si vous pouvez nous aider, ça peut nous arranger aussi. Ceux-là, ils n'ont pas encore un mois, mais ils sont dans nos bras, on se promène avec eux. On ne sait pas où s'installer. On dort, on prend les nattes, on s'endormit dans le coin qu'ils ont dans l'école là, au de l'école là, c'est là-bas on dort. Quand il pleut même là, ça verse sur nous. Sous le grand hangar de la mission, nous avons le chef central de la communauté Dan de Yopougon, chef Ogo, avec sa famille, lui aussi victime. Le garant des us et coutumes ne comprend pas l'attitude du gouverneur d'Abidjan qui agirait selon lui contre une décision du président de la République. Concernant la casse qui se fait actuellement chez nous ici, personne n'a été avisé, personne n'a été prévenu, personne n'a été dédommagé. Nous vivons pour compte. Personne. Quand il dit personne, concernant le district, nous c'est le district. Mais le district n'a jamais dépêché quelqu'un pour venir dire à la population, ah, comme votre coin là, on va casser, on va vous loger, ou bien on va vous indemniser. Ça a commencé le 19 janvier, hein? Depuis le 19 janvier. Et quand j'ai vu ça, en tant qu'autorité coutumière, je me suis dépêché. J'ai écrit
J'ai vu son premier adjoint et je lui ai donné ce que j'ai écrit. J'ai dit mon quartier là, depuis 82, on est venu ici. Le quartier a été loti depuis 2002, le plan approuvé, depuis 2002. Mais selon les journaux officiels, le président de la République a dit ceux qui sont dans l'appui de l'autoroute, c'est-à-dire d'Adamé jusqu'à Yamoussoukro, qui sont dans l'appui de l'autoroute là, avant de les déloger, on doit les prévenir et les indemniser. Ceux qui sont là avant le décret présidentiel de 2014, ils ont dit ceux qui sont là avant 2014. Ceux-là, ils sont dans le domaine de l'État. Mais avant de quitter, puisqu'ils sont venus avant le décret du président de la République, Alassane Ouattara, en 2014, en janvier 2014. Alors que nous, notre plan a été approuvé depuis le 22 juillet 2002. Donc, je ne sais pas pourquoi on ne nous a rien dit, les gens cassent. La discussion que j'ai eue le jour, j'ai eu avec le colonel qui est venu accompagner là. On a dit, bon, les 50 mètres, ceux qui sont dans l'emprise de 50 mètres, donnez-nous le temps pour qu'on puisse les prévenir et les recenser. Donnez une semaine. Et ils ont dit, et ils sont envoyés. Que le temps ne leur appartient pas. Si on leur dit de venir la nuit, ils vont venir la nuit. Si on leur dit de venir le matin, ils vont venir. Qui est donc le mandant de cette opération et jusqu'où ira-t-elle? L'interrogation est partagée dans l'autre partie du quartier, momentanément épargnée. Malgré l'assurance des agents du district quant à la fin des casses, M. Soro, chef du quartier et ses cohabitants, ne trouvent pas le sommeil. Ils sont sur le qui-vive. Chaque jour, M. Tapé est entre son lieu de travail et sa maison. Au moindre bruit des engins à moteur, il est alerté par ses locataires. J'étais au bureau quand on m'a appelé autour de 17h pour dire qu'ils sont en train de casser Jesco. En tout cas, ils vont tout casser. Ce sont les locataires qui m'ont appelé. J'arrive effectivement derrière l'hôpital Monde Arabe, derrière la clôture. Ils avaient déjà tout cassé. Et ils nous ont dit qu'ils vont continuer, progresser, casser même autour du Monde Arabe, sauf l'hôpital qui devait rester. On va toujours nous-mêmes aux informations, ceux qui sont un peu mieux introduits, on va vers ces personnes-là qui nous donnent des informations, qui nous rassurent que l'opération est terminée à ce jour. On n'a pas d'informations fiables, puisque les autorités ne viennent pas directement vers nous, mais c'est par personne interposée qu'on a ces informations. Donc, ils nous ont rassuré qu'ils ont fini l'opération et que ces maisons qui sont actuellement à Monde Arabe sont épargnées. Mais est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Hier encore, même un de mes locataires m'appelle pour me dire ceux qui sont en train de ramasser les gravats là disent qu'ils ne sont pas encore au bout de l'opération, qu'après, ils vont continuer. Donc, l'un dans l'autre, on ne sait pas vraiment où on va. Clairement, les populations ne s'opposent pas au développement, mais c'est la méthode employée par le gouvernement qu'elles désapprouvent. Vraiment, nous leur demandons de penser à nous, de penser aux faibles, aux démunis, à tout le monde, parce qu'on pouvait vraiment participer à la vie de ce pays. Voilà. C'est avec beaucoup d'espoir qu'on les reçoit. Quand ils viennent, on les reçoit, on n'a pas de soucis. Donc, ils n'ont qu'à essayer de nous considérer. On a besoin de considération. Voilà. Et c'est ça l'État. Quand on dit l'État c'est tout le monde. C'est parce qu'il y a une interaction entre les autorités et puis la population, le peuple. C'est pour ça qu'on dit l'État, c'est tout le monde. Et effectivement, ici, tout le monde contribue à sa manière au développement de ce pays. Donc, c'est cette considération qu'on recherche. Le développement sans la prise en compte du capital humain s'apparente à une expropriation. Malheureusement, c'est à cette politique que ça donne le pouvoir RHDP. Nous sommes donc en passe de nous demander pour qui travaille l'État. En 2025, les Ivoiriens doivent choisir pour leur bien-être et non selon des considérations fallacieuses.